moi je vais aborder le problème sous l'angle de la question suivante, est-ce que lutte de classe ou lutte de race? Alors je crois qu'au cours de ces dernières décennies, on est passé d'un paradigme classiste à un paradigme ethnique au sens large, et à la disparition corrélative de la problématique marxiste. Je crois qu'il faut faire un petit retour en arrière, puisqu'on est ici, place du colonel Fabien. Je crois qu'il faut évoquer la position du Parti communiste français au cours de son histoire, qui n'a pas toujours été, loin de là, centrée autour de la question de l'internationalisme prolétarien. Et je crois que le Parti communiste français exaltait au contraire à maintes reprises, notamment sous Georges Marchais dans les années 80, du siècle précédent, ce que j'appellerais le national-communisme, avec ses campagnes produisons françaises. Mais c'est mai 68, à mon avis, qui a sonné véritablement le glas du marxisme, avec la proclamation par certains intellectuels de la fin des grands récits universalistes et l'entrée dans l'ère du postmodernisme, du fragment et de l'individu. Donc ce basculement intellectuel a accompagné un processus de désindustrialisation avec la perte d'importance du prolétariat intégré au sein de grandes unités de production, au profit, si je puis dire, du précariat, c'est-à-dire des travailleurs employés en CDD ou en intérim, qui, du fait de leur isolement, sont moins sensibles à l'encadrement politique et syndical et plus exposés à l'individualisme. Dès lors, comme le disent les communicants, la lutte des classes n'imprime plus, même si ce que je dis semble aller à l'encontre du mouvement social actuel qui, précisément, tente de réinstaurer la lutte des classes avec le mot d'ordre, hein, comme on l'a vu dans les dernières manifestations, et même d'ailleurs en 2012, « Je lutte des classes ». Ce qui prouve que cela ne va pas de soi, que la lutte des classes, que le schème de la lutte des classes ne va pas de soi. Et on observe de façon corrélative l'émergence des solidarités, ce que j'appelle les solidarités verticales de toutes sortes, LGBTQI, les identités raciales et ethniques, noirs, arabes, les bonnets rouges, le nationalisme corse, ainsi que l'essor du souverainisme, y compris à gauche, chez Arnaud Montebourg, chez Jean-Luc Mélenchon, chez Frédéric Lordon même, hein, son dernier livre Imperium, avec l'accent mis sur la verticalité, Aurélien Bernier, etc. Dernier avatar sur le plan international de ce changement de paradigme, la victoire d'Hillary Clinton aux primaires américaines, qui a mobilisé sur une base ethnique et qui l'a emporté sur Bernie Sanders, qui a mobilisé sur une base classiste. Donc la race, l'ethnie, le genre, la nation l'emportent ainsi comme construction, je précise bien, comme construction, sur la classe sociale, qui ne paraît pas suffisante à elle seule pour définir l'identité des acteurs sociaux, et ceci renvoie bien sûr, mais à une question que vous avez dû aborder, d'ailleurs, je suis sûr, celle de l'intersectionnalité. Donc dans la sphère politique, idéologique et culturelle, les questions de classe et d'exploitation ont donc largement disparu au profit de la race, de la nation et du genre, que ce soit à droite ou à gauche. Je rappelle brièvement les faits, mais qui ont dû déjà être abordés ici précédemment. En 2007, Sarkozy axe sa campagne présidentielle sur les thématiques de l'identité nationale. Au cours de son quinquennat, il poursuit dans cette voie en créant le ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale, qui lie intimement la question de l'identité à celle de l'immigration, et il instaure en 2009 un débat de grande ampleur sur l'identité nationale, débat qui finalement tourne court, heureusement. Donc si la question de l'identité nationale ne joue pas un rôle important au cours de la campagne présidentielle de 2012, elle ressurgit néanmoins au cours du quinquennat de François Hollande. En septembre 2015, Nadine Morano déclare sur le plateau de l'émission « On n'est pas couché » que, je cite, « La France est un pays de race blanche ». Fin de citation. Tandis que Marion Maréchal Le Pen affirme de son côté que les musulmans sont des citoyens de seconde zone. Au cours de la campagne pour les élections régionales de décembre 2015, Claude Barthelone, qui à mon sens est une sorte de Nadine Morano à l'envers, accuse Valérie Pécresse de défendre en creux la race blanche, même si, pour sa part, quant à lui, il fait de façon symétrique et inverse une campagne ethnique en courtisant les Noirs et les Arabes des quartiers. Ainsi, tout est fait désormais, me semble-t-il, pour opposer les soi-disant Français de souche, blancs, la France blonde, hein, je pense ici à la mise en scène médiatique de la blondeur des femmes Le Pen, aux minorités discriminées. Mais celles-ci sont d'ailleurs elles-mêmes racisées par ceux que je nomme les différents entrepreneurs d'ethnicité, postcoloniaux ou décoloniaux,
qui mobilisent sur la base de la race, fut-elle, comme ils disent, sociale ou politique. Je pense ici aux indigènes de la République, aux CRAN, aux Indivisibles, à la brigade anti-négrophobie, etc. Alors je voudrais dire quelques mots à ce propos sur le livre de Horia Boutelja, Les Blancs, les Juifs et nous, qui a fait le buzz, mais qui, à mon avis, n'a pas de quoi faire entrer en transe. D'une part parce que ce livre est plus modéré que beaucoup des textes des indigènes de la République, mais aussi parce qu'il s'inscrit, me semble-t-il, dans un climat beaucoup plus large, marqué par l'anti-universalisme, l'anticartésianisme, et courant qui s'exprime depuis de nombreuses années aux États-Unis dans les études postcoloniales. J'ai quelques points de désaccord cependant avec elle. Je pense qu'en particulier, ce qu'il faudrait lui reprocher, enfin ce que je lui reproche personnellement, c'est qu'elle joue Jean Genet contre Jean-Paul Sartre sous prétexte que Sartre avait des faiblesses pour Israël, alors que Genet, c'est évident, était antisémite, même si ce n'est pas lié au fait qu'il était pro-palestinien. Les deux choses sont tout à fait indépendantes. Et je crois qu'il faut aussi replacer la position pro-israélienne de Sartre dans le contexte de l'après-guerre et de l'après-génocide nazi. Deuxièmement, elle soutient que l'antisémitisme était purement européen, alors qu'on peut observer des pogroms, par exemple, au XVIe siècle, au Sahara, sous l'égide d'un réformiste musulman qui se nomme Al-Marili. Et je pense qu'elle aussi, elle ne prend pas véritablement ses distances avec Dieudonné. Selon elle, qui reprend d'ailleurs les thèmes des post-coloniaux latinos, qui enseignent aux États-Unis, il faut partir de la grande date, la grande césure dans l'histoire, c'est 1492 et l'invasion de l'Amérique. Et je cite, ils nous disent expansion capitaliste et donc lutte des classes sociales. Nous répondons expansion coloniale, donc lutte des races sociales. Donc la classe, fin de citation, donc la classe et la race sont toutes des constructions sociales, sont toutes deux des constructions sociales, mais pour Horia Boutelja et sans doute aussi pour les indigènes de la République en général, dans leur ensemble, il s'agit bien de substituer l'une à l'autre, donc la race à la classe. Donc, je poursuis dans l'argumentation de Horia Boutelja, la France, l'Europe, l'Occident seront sauvés par l'indigène collectif, tribal et religieux. L'indigène collectif, tribal et religieux étant un antidote à l'individualisme narcissique postmoderne. Donc, Horia Boutelja propose une révolution ethnologique, si je puis dire, et spirituelle. Il y a un côté un peu Jean-Claude Michéa chez Horia Boutelja. Ça, c'est pour les organisations postcoloniales. Du côté du Parti socialiste, ça a été évoqué longuement précédemment, enfin, le rôle de la Fondation Terra Nova a été évoqué. Elle ne se prive pas de mettre en exergue les minorités de toutes sortes, comme pouvant suppléer au défunt prolétariat et lui assurer ainsi une nouvelle clientèle au Parti socialiste. Et d'ailleurs, le gouvernement, à l'issue des issues de la diversité, entre guillemets, comme on dit, à des postes ministériels, Najat Vallaud-Belkacem, Christiane Taubira, Myriam El Khomri, tout comme d'ailleurs Sarkozy l'avait fait au cours du quinquennat précédent avec Rachida Dati et Ramayad. On assiste donc à un phénomène d'ethnicisation ou de racialisation de la France qui transcende les clivages politiques. L'ennemi n'est plus tant le bourgeois ou le capitaliste que l'immigré, le réfugié, l'étranger, le musulman, le noir, l'arabe ou le juif, dont les figures sont ambiguës, puisqu'elles sont à la fois extérieures et intérieures. Christian Estrosi a ainsi parlé au cours de la dernière campagne pour les élections régionales de cinquième colonne à propos des musulmans, tandis que le gouvernement, pour sa part, a envisagé sans succès de déchoir de leur nationalité les binationaux suspectés de terrorisme. À travers le projet de déchéance de nationalité des binationaux, c'est bien l'idée d'une citoyenneté à deux vitesses qui a donc été mise en avant, les Français de souche ou de race, d'une part, ceux qui donnent des gages de leur appartenance à la nation française, et de l'autre, ceux qui ne participent pas pleinement à cette même communauté nationale parce qu'ils abordent des drapeaux algériens, marocains ou tunisiens lors des mariages ou des matchs de foot, ou encore parce qu'ils portent le foulard, ou elles portent le foulard. Cela deviennent des suspects, voire des ennemis de race. Comment s'étonner dès lors que les idées de solidarité de classe disparaissent au profit de la religion, de la nation et de la race, en un mot, d'une nation racisée. Du côté des syndicats, on retrouve ce clivage. Les syndicats, notamment Sud Éducation et la CGT, s'inquiètent depuis un certain temps de la progression simultanée
des idées du Front National et de l'islamisme en leur sein. Au sein de Sud Éducation, syndicat avec lequel je collabore, il existe un débat entre un courant laïque, d'une part, et un courant minoritaire qui réclame l'abrogation de la loi de 2004 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et écoles publiques et lycées publics, ce qu'on a appelé la loi Foulard. Les membres de la section syndicale CGT d'Air France ont été surpris faisant le salut de la quenelle, le salut de Dieudonné, et ils feraient partie du service d'ordre de Dieudonné. Des islamistes, ou supposait-elle, ont été exclus de cette centrale syndicale, entraînant dans leur sillage une fuite importante de militants. Au sein de ces organisations, le conflit entre modèles culturels tend ainsi à l'emporter sur la lutte contre l'État et le capital. C'est ce que montre ce qui se passe, ou plutôt s'est passé dans le mouvement social actuel. Je pense à Nuit debout, ou les manifestations contre la loi El Khomri, ou la convergence des luttes, comme dit Nuit debout, est freinée par la division entre ceux qui se dénomment ou se considèrent comme des discriminés de race et ceux qu'ils nomment ou considèrent comme des blancs privilégiés parce qu'ils sont blancs. Les premiers demandant aux seconds où ils étaient au moment des émeutes de novembre 2005. C'est donc tout le problème de la non-mixité. Il existe donc parallèlement une racialisation entreprise par les discriminants, de ceux qui discriminent, et une racialisation réciproque, en miroir, qui est elle-même l'œuvre des discriminés ou de ceux qui parlent en leur nom. Du côté gouvernemental, et à propos de la situation des banlieues, Manuel Valls a parlé récemment d'un apartheid territorial, social, ethnique, fin de citation, même si précédemment, il avait été jusqu'à déplorer l'insuffisance du nombre de blancos ou de whites sur le marché d'Evry, ville dont il était maire. Comment se prétendre républicain et tenir en même temps un discours ethnique? Comment fustiger un soi-disant apartheid sans prendre aux Roms prétendument inassimilables, c'est ce qu'il a déclaré, et assurer en même temps la promotion des issus de la diversité au sein du gouvernement? Comment fustiger le racisme et accorder en même temps une place à l'antisémitisme? On est là au cœur de la contradiction du socialisme d'État libéral sécuritaire, tiraillé entre l'inclusion et l'exclusion. Ne voit-on pas à l'œuvre l'effet néfaste du deux poids deux mesures qui alimente un apartheid que l'on déplore par ailleurs? Dès que l'on touche un seul cheveu d'un juif, comme ne peuvent s'empêcher de le penser nombre de musulmans, on en fait toute une histoire, alors que les agressions qu'ils subissent eux-mêmes, et surtout les musulmanes voilés, sont passées sous silence ou ignorées. Dès lors, comment s'étonner que les musulmans se sentent exclus lorsqu'Elisabeth Badinter ne craint pas de déclarer qu'elle n'a pas peur des traités d'islamophobes, ou lorsque Laurence Rossignol fustige la mode islamique, promue par de grandes enseignes, comparant à cette occasion les femmes voilées à des nègres qui auraient accepté, je cite, la servitude volontaire de l'esclavage. Il semble ainsi se dessiner la mise en place d'une mouvance républicaine, laïque et islamophobe, incarnée à la fois par le printemps républicain et le sursaut, mouvance qui transcenderait le clivage gauche-droite dans le but de faire pièce à la droite et au FN. Car on peut supposer sans grande chance de se tromper que la prochaine élection présidentielle, à défaut de concerner le social, se jouera sur le plan de la culture et des valeurs, même si Emmanuel Macron, qui vient de lancer son mouvement En Marche, joue sur un registre associant le libéralisme et le sociétal, catégorie qui a été critiquée à l'instant. Dans cette conjoncture, il n'est pas indifférent que Manuel Valls ait sommé l'islam de se réformer pour mieux se conformer aux valeurs républicaines et laïques, valeurs qui, dans ce contexte, parviennent à incarner un rejet et un racisme dirigé vers une fraction de la population. La France, me semble-t-il, est donc désormais bien engagée dans un processus de séparation ethnique et raciale qui sert de substitut à la conscience de classe d'autrefois. Il existe donc un double moulinet de la racialisation. Une racialisation positive comportant la promotion par le gouvernement et les organisations postcoloniales des issus de la diversité, et une racialisation négative entreprise par ce même gouvernement et l'extrême droite, et qui se traduit par la stigmatisation de certains éléments de la population. En définitive, c'est bien la race qui a été mise au poste de commandement. En définitive, la race et la religion, sous leur forme racisée, notamment la religion musulmane, expriment certainement la frustration de certaines fractions des classes exploitées, mais elles sont tout autant manipulées par le gouvernement et par l'opposition à des fins électorales.
En ce sens, et je terminerai là-dessus, même si le Front National ne parvenait pas au pouvoir suprême en 2017, il a d'ores et déjà gagné la bataille des idées. Je vous remercie.